Bonjour, bonjour, très content de vous retrouver chers amis, merci infiniment pour votre fidélité. Alors n'oubliez pas de vous abonner avec la petite cloche qui est là en bas à droite. Merci pour les pouces, merci pour les dizaines et dizaines de commentaires auxquels je prends un véritable plaisir à répondre à tous vos commentaires chers amis. Continuez comme ça et puis partagez la vidéo pour que notre aventure sur YouTube puisse se poursuivre en développant moult sujets chers amis. Merci infiniment. Alors le gouvernement est tombé, cherchez pas à savoir qui est le responsable, c'est vous, c'est moi. Ouais, c'est nous les bronzés, les frisés, enfin c'est nous. On va trouver toujours quelqu'un, un farfelu, qui va accuser les étrangers d'être responsables de tout en France, comme d'ailleurs le petit macaque Zemmour avait accusé les banlieues d'avoir développé le Covid un peu partout parce que ces mêmes étrangers qui ne respectent rien en France, évidemment, n'avaient pas respecté le confinement. On trouvera toujours un uluberlu, un clampin ou une clampine pour dire, eh bien, si le gouvernement est tombé, c'est forcément la faute des bronzés, des Arabes, et notamment des Algériens, puisque, on le sait aussi, nous sommes le bouc émissaire préféré de certains gouvernements ou de certaines officines de désinformation, donc ne vous étonnez pas si on vous accuse. D'ailleurs, l'un des prétendants au titre à l'Élysée, c'est un certain Édouard Philippe, vous savez, qui récemment avait dit « Dès que je serai élu, disait-il doctement, je remettrai en question les accords de 68 ». Alors en général, les Français ne connaissent rien en histoire et c'est pas leur faire injure que de dire ça, mais les accords de 68 qui lient l'Algérie et la France, tout le monde s'en tape un petit peu, c'est du passé. Alors pourquoi Édouard Philippe a tenté de surfer là-dessus pour tenter de revenir au pouvoir? Eh bien, c'est qu'il a vu finalement, au plus on est mesquin, au plus on est au ras des pâquerettes, et plus on est un petit peu facho sur les bords, au plus ça marche, puisqu'il a vu les scores de l'extrême droite qui ont atteint des sommets pas possibles en surfant parfois sur l'Algérie, souvent d'ailleurs sur l'Algérie, et certains accords. Alors Édouard Philippe a cru bon de faire tout ceci. Le ridicule ne tue pas, et je crois qu'on n'est pas à l'abri d'une autre sortie aussi débile, aussi bidon d'Édouard Philippe. Alors ça va se poursuivre bien évidemment, et je disais que vous allez être certainement accusé de cela, puisque on peut faire une liaison entre la chute de ce gouvernement, c'est très rare, avec la chute de gouvernement il y a à peu près 60 ans, c'était en 62, c'était De Gaulle, et c'était lié, cette chute du gouvernement, justement, quelque part à la crise algérienne. À la crise algérienne, donc les gens, ni une ni deux, vont dire, oh bah écoutez, la première crise chute du gouvernement, c'était la faute de l'Algérie, forcément ça ne peut être que la faute des Algériens. On trouvera des gens qui vont broder autour de ça, tandis que Macron cherche une issue pour se sauver après son divorce d'avec Barnier. D'ailleurs, on se demande ce que fait Madame Brigitte là-dedans. Elle regarde ces deux hommes se divorcer, elle reste là, elle se dit mais que se passe-t-il, etc. Va-t-elle jouer de ses charmes pour essayer de raboter l'opinion française avec son époux? D'ailleurs, ne disait-elle pas récemment, avec le mépris que l'on connaît, le mépris bourgeois qui la caractérise un peu, les Français ne méritent pas mon mari. Excusez-moi du pot, ça c'est de la modestie. Bref, chers amis, pendant que ces messieurs préparent leurs casseroles et leur cuisine, peut-être même que d'anciens présidents, certains même mis en examen avec des bracelets électroniques, vont peut-être en profiter pour venir ramper, se refaire une santé médiatique et peut-être aussi une santé financière, pourquoi pas, voir Macron nommer un ancien président. Tout est possible dans ce monde qui ne tourne plus rond. Décidément, le gouvernement tombe et on va certainement accuser encore une fois les étrangers d'être responsables, et notamment, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on est la tête de turc d'une certaine élite ou oligarchie française. Témoin le dernier Bernard-Henri Lévy qui a parlé de Tebboune comme étant un petit bonhomme. Bon, quand ça vient de Bernard-Henri Lévy, on sait que c'est petit, il n'y a aucun souci. Et comme disait l'autre, on est toujours sali par plus sale que soi. Alors, si on accuse et qu'on veut remettre le dos de ce qui ne va pas en France sur les Algériens, autant tout dire à ce moment-là, faire de l'histoire. Pourquoi ne pas rappeler, Édouard Philippe ou d'autres, de leur rappeler que pendant la Première Guerre mondiale, et on pourrait remonter bien avant sur la présence des Algériens dans la défense des intérêts français, pendant la Première Guerre mondiale, ils étaient 140 000 Algériens qui étaient venus pour défendre un pays qui les occupait. En France, participer à la Seconde Guerre mondiale. Ça, il n'y a pas de référence là-dessus. Aussi, il y a de l'oubli, il y a de l'amnésie organisée. C'est pas dans le livre d'histoire. Nulle part nous n'existons dans l'histoire de France. Pour paraphraser d'ailleurs un livre d'Assia Gebhard, nulle part dans la maison de mon père, où elle parle effectivement de l'héritage qu'elle n'aura pas. Eh bien nous aussi, un peu comme elle, dans l'héritage que nous n'avons pas, au moins sur la reconnaissance quelque part aussi de la participation des tirailleurs algériens, c'est nulle part un peu dans les livres d'histoire, participation qui va revenir pendant la Seconde Guerre mondiale évidemment. Petite anecdote d'ailleurs au sujet de la Première Guerre mondiale, le saviez-vous que
l'émir Khaled, qui était le petit-fils de l'émir Abdelkader, était un homme d'un héroïsme incroyable, puisqu'il avait reçu pendant la Première Guerre mondiale, l'émir Khaled, il avait reçu la croix de guerre et la croix de feu pour son courage au champ d'honneur. Cet homme, l'émir Khaled, participe aux élections, parce qu'on a ouvert le corps électoral aux Algériens, aux indigènes, aux Français musulmans, entre parenthèses. Eh bien, il va effectivement faire beaucoup de voix, il pourrait être élu comme député, je crois, l'émir Khaled. Et alors, comme il a fait un score qui gêne beaucoup les colons, etc., les pieds noirs, on va invalider son vote à l'émir Khaled. Vous savez pourquoi? Non, son élection est trop teintée de religiosité, d'intégrisme. Ça sonne comme quelque chose qu'on entend encore aujourd'hui. Rien de neuf sous le soleil, chers amis. Donc ne nous étonnons pas qu'on nous ramène toujours à des origines, à des prétendues choses cachées, de la taquilla, comme disait le même petit macaque Zemmour nous concernant, chers amis. Bref, comme on est effectivement dans ces calculs politiques, dans ce bruit de cuisine et de casserole qui se prépare, et comme on n'évoque pas toujours toute l'histoire de France avec le Maghreb, notamment avec l'Algérie, j'aimerais vous citer quand même notamment à cette Marine Le Pen qui semble effectivement déterminée à vouloir salir et à parler d'État voyou. Or ça paraît rien parce que elle ne représente rien, mais quand même elle dit des choses et elle risque d'y revenir. Alors, il faut peut-être lui rappeler un petit peu, celle qui prétend être cultivée, avoir des lettres et avoir du savoir, lui rappeler qu'elle ferait bien de lire par exemple un livre de Fabrice Rissé-Pouty qui a écrit « Le Pen et la torture ». Ça devrait l'intéresser. Le Pen et la torture de Fabrice Rissé-Pouty. De lire aussi alors un grand livre, un grand historien français qui s'appelait Pierre Vidal-Naquet, qui est vraiment une sommité, qui avait dénoncé de toute sa puissance son indignation et son écœurement face à la torture en Algérie. Lui rappeler aussi que le grand général de la Bollardière avait démissionné en 1958 face à l'horreur de la torture et la brutalité en Algérie. Qu'elle s'instruise un peu. Quand je dis elle, je rappelle aussi quelques vendus notoires, comme notamment Mohamed Sefaoui, qui fait honte quasiment à une grande partie de nos concitoyens, qu'ils soient algériens, marocains, tunisiens, puisque quand on devient un renégat à ce point-là, après avoir mis la main dans la confiture avec le fonds Marianne, rendez l'argent, monsieur Sefaoui, n'essayez pas de nous noyer de poisson en allant tenir des positions pro-Netanyahouesques, c'est pas à votre honneur, mais bon, l'honneur, c'est peut-être beaucoup en ce qui le concerne. Alors, faire quelques références historiques, tout en dénonçant tous les cancrelins qui rôdent autour du racisme ou de l'islamophobie et qui font de l'argent autour de ça. Eh bien, parler, donc, je disais Vidal-Naquet, Fabrice Rissé-Pouty, de citer aussi d'autres historiens ou historiennes qui ont travaillé autour de la question. Je pense à un monsieur formidable qui a été oublié, qui s'appelait André Mendouz. André Mendouz était un catholique qui était en Algérie, qui était professeur à la faculté d'Alger et qui écrivait souvent dans Alger républicain. C'est un type extraordinaire, tellement proche des Algériens. André Mendouz, que les fachos appelaient Mohamed Mendouz. C'est pas une injure que ça s'appelait Mohamed, au contraire, c'est très valorisant. Eh bien, Mohamed Mendouz avait opté pour la nation algérienne, pour montrer à quel point il était pour l'indépendance et qu'il se sentait profondément algérien. André Mendouz, le prodigieux André Mendouz. J'aimerais aussi citer alors une femme incroyable qui est encore vivante et que Dieu la protège encore longtemps, c'est Louisette Irilari. Louisette Irilari qui a été cette résistance incroyable, une bravoure, d'un courage, qui a donné toute sa vie à l'Algérie. Louisette Irilari qui a été torturée dès 1957 par massue, Bijar et surtout l'infect et criminel de guerre au CRS qui, dès l'âge de 15 ans, a donné quasiment toute sa jeunesse, toute sa splendeur et son courage pour l'indépendance de l'Algérie, qui a écrit aussi un livre qui s'appelle « Services spéciaux ». Elle dit tout sur ça, sur son investissement. Elle dit tellement de choses, Louisette Irilari, qu'il faudrait une émission complète pour évoquer la bravoure de cette dame. Saïd nommait aussi son chef de section de résistance qui s'appelait Saïd Kebal, je crois, Kebal, c'est ça, qui était, Bekal, Saïd Bekal, qui était un homme d'un courage, d'une vertu. Petite anecdote en ce qui concerne, lorsqu'elle se fera arrêter et sauvagement blessée par les paras, dans le mont Chibli en 1957, lorsqu'elle est découverte dans sa cachette et que Saïd Bekal s'aperçoit que les soldats ont tiré sur elle, qu'elle est gravement blessée, Louisette Irilari, qui se bat les armes à la main pour défendre aussi Saïd Bekal, eh bien, il va
il va prendre ses armes, il se bat en fait, hein, ils sont enterrés dans un trou, ils sont repérés, et il sort son arme et il tire, et il va tirer notamment de façon beaucoup plus vigoureuse et léonine, quand il va voir que les soldats ont tiré, ont blessé Louisette et Hilary. Vous n'avez pas honte de tirer sur une femme. Et toute sa fougue de cette détermination à protéger non seulement l'Algérie, de protéger Louisette, va se terminer effectivement par des rafales qui vont tuer cet homme courageux. C'est qu'une anecdote. Autre anecdote, son père est boulanger dans la Casbah, Louisette et Hilary, elle ne sait pas qu'il est résistant. Tout comme d'ailleurs la chanteuse Warda découvrira beaucoup plus tard que son père était résistant lorsqu'il tenait cette espèce de dancing rue Saint-Séverin à Paris qui s'appelait le Tam Tam, Tunisie, Algérie, Maroc. Elle s'engagera aussi symboliquement quand elle va découvrir son père qui cachait sa résistance. Tout comme le père de Louisette et Hilary, qui est une femme incroyable. Toute sa famille a résisté dans la boulangerie. D'ailleurs, ils cachaient les armes dans le pain. Extraordinaire. Ils cachaient aussi l'argent pour aider la révolution dans leur jardin, de leur boulangerie de la Casbah. Et quand son père se fera arrêter, quand elle va voir que son père est un homme illustre, modeste, ils sont originaires de la région de Tizir, je crois, de Tifra, son père, etc. Ce type qui mettra toujours la révolution algérienne et l'honneur avant tout, lorsqu'elle ira le voir à la prison de Barberousse, elle va réussir un peu à l'entrevoir à travers les barreaux, elle le verra littéralement détruit, tuméfié, de partout, fracassé. Elle reconnaît quand même son père, et le face-à-face entre cette fille de 15 ans et son père détruit, c'est absolument saisissant d'émotion. Et son père, elle ne va pas trop le reconnaître parce que son épaisse moustache disparaît certainement sous les coups, on lui a coupé. Et le père va dire à sa fille, j'ai perdu mes moustaches, mais j'ai pas perdu ça. J'ai pas perdu mon if. Autrement dit, j'ai pas parlé et je ne parlerai pas. Ce sont tous des bouts d'anecdotes comme ça qui montrent cette dame extraordinaire qui va dénoncer le lieutenant Graziani, qu'elle va accuser de viol d'abord sur elle. Elle va accuser Massu, elle va accuser Bijard de toutes ces tortures infamantes qu'elle a subies, comme beaucoup de femmes algériennes du reste. Et voilà, donc dans toute cette histoire qu'on oublie de nous raconter, moi je voulais vous la raconter, vous la rappeler, puisque vous n'avez pas attendu après moi pour connaître aussi tous ces morceaux, ces extraits d'histoire. Donc, pour qu'on puisse le faire et continuer ensemble à raconter l'histoire, enfin des histoires vraies, c'est pas l'histoire de Toto, hein, on n'est pas chez CNews ou chez BFM TV, on prend les gens effectivement pour des couillons et des crétins. Eh bien, continuez à vous abonner, continuez à faire des commentaires, à faire des pouces et à partager bien évidemment pour que nous puissions ensemble continuer nos petites vidéos. Bien entendu, chers amis, je ne suis pas en train de faire le procès de la France, et non, je respecte trop la France et ses Français, comme André Mendouz, comme Pierre Vidal-Naquet, comme Gilles Manseron aussi, qui est un historien spécialiste de l'Algérie. Il y a des Français extraordinaires, ce sont souvent ses voisins, vos voisines qui ne disent rien, mais ces millions, par exemple, qui méprisent et qui dénoncent quelque part à leur façon les crimes commis, par exemple en Palestine. Moi, j'aurais apprécié que Barnier fasse au moins une allusion à un moment à Gaza et des crimes commis, et qu'il puisse peut-être ralentir les livraisons d'armes. Je l'aurais trouvé estimable, agréable, mais non, pas un mot. Barnier ne défendait que sa peau, finalement, et quelques intérêts supérieurs français. Donc, je ne peux pas trop l'apprécier, évidemment, mais je pense à tous ces Français qui, au quotidien, restent du bon côté des choses, restent avec le bon sens, ce bon sens que l'on partage. C'est pour ça que nous aimons aussi la France, la francophonie, et que beaucoup au Maghreb, nous restons des francophiles. Donc, j'oublie pas, évidemment, tout ça, chers amis, et j'y pense régulièrement. Alors, c'est vrai que si Barnier avait pris des positions, on aurait pu le rapprocher de l'immense de Villepin qui continue à se battre pour dénoncer les crimes et protéger au mieux qu'il peut la réalité à Gaza et en Palestine, à Rafah, en Cisjordanie. De Villepin est un type extraordinaire qui mériterait réellement d'être un juste parmi les justes dans la nation, on va dire, maghrébine, dans la nation arabe, de faire partie de cela. Et je pense qu'il y aura une reconnaissance. L'histoire lui rendra raison à ce merveilleux de Villepin. Donc Barnier ne peut pas faire partie de tout cela. Tandis que le gouvernement se bat, magouille, bridouille pour retrouver une majorité, et que certains vont se donner, vont se vendre, vont une énième fois retourner leur veste, chers amis, ou baisser leurs pantalons, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas s'ils ont eu le temps de le remonter, puisqu'ils le baissent si souvent, ils le remontent, autant y aller, voilà, tout nu, quoi. Ce sera un peu moins ridicule, peut-être, chers amis. Pour conclure cette petite vidéo, chers amis, eh bien, restons toujours à la pointe de la proposition, profondément français, mais totalement algérien, algérienne aussi. C'est un peu ça aussi, cette double appartenance, si j'ose dire, cette double nature
forgés par l'histoire, par la force des choses que nous acceptons complètement. Soyons une force de proposition, soyons à la pointe des choses un petit peu pour être un peu comme à la pointe du combat, comme l'était Ali Lapointe, Ali Amar de son vrai nom, celui qui s'est illustré dans la bataille d'Alger, qu'on appelait Ali Lapointe parce qu'il habitait sur la pointe Pescade à Alger, la pointe Pescade, la pointe Ali Lapointe évidemment, et qui tombera les armes à la main avec Hassiba Ben Bouali, je crois 18 ans qu'elle avait, et le petit Amar 13 ans. Enfin, tout ceci pour vous dire merci. J'essaie d'être un peu exhaustif et je vous donnais quelques références littéraires de livres en tous les cas, je vous en donnerai encore davantage. Merci et n'oubliez pas de partager. Merci infiniment.